Bonjour chers étudiants, je suis très heureux de vous accueillir dans cette séance vidéo qui fait partie du module essais physico-chimiques. Alors le cours d'aujourd'hui s'intitule les essais physico-chimiques, les matières premières, produits intermédiaires et produits finis. Ce cours traitera bien entendu tous les essais physico-chimiques des principes actifs utilisés dans la fabrication des médicaments, de leurs produits intermédiaires et des médicaments dans leur forme finie, c'est-à-dire dans leur forme galénique et pharmaceutique définitive. Le contrôle des principes actifs ou de matières premières pharmaceutiques comporte 5 rubriques. La première rubrique, c'est le contrôle des principes actifs ou des substances actives responsables de l'effet thérapeutique du médicament en question. Deuxième rubrique, c'est le contrôle des excipients qui sont des substances adjuvantes nécessaires à la mise en forme et à la formation d'un médicament. Troisièmement, contrôle des produits intermédiaires qui sont utilisés au cours de la fabrication des principes actifs. Quatrièmement, le contrôle des matériaux de conditionnement, essentiels des matériaux de conditionnement primaires, secondaires et tertiaires. Et finalement, le contrôle des produits finis. Alors, commençons par le contrôle des principes actifs. Le contrôle s'effectue selon la rubrique d'une monographie du principe actif contrôle dans la pharmacopée. On travaille généralement soit selon la pharmacopée européenne, soit avec d'autres types de pharmacopée comme l'USP, japonaise, etc. Alors, ces rubriques contiennent tout d'abord la définition d'un principe actif, les caractères physico-chimiques de ce principe actif, l'identification des principes actifs sur le plan physico-chimique, les essais de principes actifs pour vérifier les substances apparentées, des impuretés et des produits de dégradation, et bien sûr, il y a le dosage et la quantification des principes actifs. Prenons par exemple l'exemple de l'acide acétylsalicylique ou le médicament ou l'aspirine. Alors, dans la définition de ce médicament, on trouve la forme semi-développée de ce principe actif, et on trouve la formule brute, on trouve également la masse molaire de ce principe actif. Alors, l'acide acétylsalicylique ne doit pas contenir moins de 99,5% et plus de 101%. Alors, ceci est calculé sur bien sûr la base d'une substance de référence, d'une poudre sèche. Vous avez ici un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, bien sûr, vous avez la formule semi-développée et vous avez la formule brute, et on trouve également la masse molaire du principe actif. Et pour ce principe actif-là, il ne faut pas qu'on dépasse bien sûr 101% et il ne faut pas qu'on soit moins de 99,5%. Alors, commençons par le caractère d'un principe actif. Généralement, il y a parmi les caractères, on trouve les caractères organoleptiques. Alors, les caractères organoleptiques, on trouve l'aspect, la couleur, l'odeur, la saveur. Alors, pour l'aspect, il s'agit de la limpidité et la fluidité du liquide. Et bien sûr, la forme et dimensionnement des cristaux qui constituent le médicament. Alors, concernant la couleur, certains produits altérés peuvent être de couleurs différentes de celles à l'état pur. Et bien sûr, il y a l'odeur du médicament, du principe actif, et il y a la saveur. La saveur fait partie des caractères du principe actif, comme on peut trouver la saveur sucrée, amère, etc. Il y a également
la vérification de la solubilité. Donc, vérification de solubilité donc, fait partie également du caractère d'un principe actif. Alors, la solubilité, c'est quoi la solubilité? La solubilité, on parle d'un volume de liquide nécessaire pour dissoudre une quantité donnée d'un constituant dans des conditions données. Et à partir de la solubilité, on peut également différencier ou définir la dissolution. La dissolution, elle est différente de la solubilité, telle que la dissolution, c'est un procédé de dispersion moléculaire d'un corps solide, liquide ou gazeux dans un solvant de façon à former un mélange homogène appelé solution. C'est-à-dire qu'on parle d'un phénomène physique de dispersion dans un solvant. Mais il faut toujours avoir un mélange homogène, c'est-à-dire une phase homogène qui va être appelée solution. Pourquoi? Parce qu'il contient le principe actif qui va jouer le rôle de solubilité et contient le solvant, c'est-à-dire qui joue le rôle de dispersant. Alors, généralement, pour vérifier la solubilité d'un principe actif, on utilise différents solvants. Comme vous le savez déjà, comme on a vu l'année dernière en chimie analytique en solution, on peut différencier les solvants polaires et les solvants apolaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un solvant polaire? Ce sont des solvants, ce sont des substances riches en groupements hydrophiles et qui présentent, bien sûr, un moment des polaires, etc. Alors, et pour les solvants apolaires, ce sont des substances eupolaires, ce sont des substances hydrophobes. Alors, on classe généralement les solvants par leur constante diélectrique. La constante diélectrique, c'est une constante qu'on introduit dans la relation ou la force de la relation ou l'expression de la force de Coulomb. La force de Coulomb, c'est une force électrique qui s'effectue entre des éléments qui sont chargés. Alors, si vous avez par exemple un epsilon ou la constante diélectrique supérieure à 40, il s'agit d'un solvant dissociant, comme le cas de l'eau. L'eau, il a une constante diélectrique, epsilon, d'environ 80. On peut considérer qu'un solvant intermédiaire, c'est-à-dire moyennement dissociant, si sa constante diélectrique est encadrée entre 15 et 40, et pour les autres solvants qui sont moins dissociants, comme le cas de pyridine, on peut avoir une valeur de la constante diélectrique bien inférieure à 15. Alors, les solvants utilisés, ils sont classés également, mis à part la constante diélectrique, ils sont classés selon leur toxicité. On peut retrouver les solvants toxicité de degré 3, degré 2 et degré 3. Alors, ceux qui ont classé 1, ce sont des solvants toxiques, comme le cas de benzène. Alors, ceux qui sont classés en 3, ce sont les moins toxiques, comme le cas, par exemple, de l'éther, l'acétone, etc. Alors, signification des termes utilisés généralement. La pharmacopée indique la solubilité de nombreuses substances dans divers solvants par les termes descriptifs suivants. Alors, on parle d'un produit très soluble lorsqu'on a lorsqu'il est soluble dans le solvant qui est moins d'une partie. Alors, on peut classer qu'un principe actif est facilement soluble si c'est le soluble dans un solvant de 1 à 10 de son partie. Alors, soluble, c'est être classé soluble s'il est soluble dans un solvant de 10 à 30 parties, etc. On peut le considérer peu soluble, pratiquement insoluble, s'il nécessite plus de 10 000 parties pour qu'il soit soluble. La solubilité d'un principe actif est influencée par plusieurs facteurs. Premièrement, il y a la nature du solvant, la structure chimique de solubilité,
S'il s'agit de substances qui sont sous forme de sel, alors les forces électrostatiques du réseau cristallin du sel sont facilement annulées par un solvant à constante diélectrique élevée. C'est pour ça qu'on dit que les sels sont facilement solubles dans l'eau. Et il y a des substances, bien sûr, qui ont une structure chimique organique. La solubilité est favorisée par la présence au sein de la molécule du groupement pouvant se polariser, hydroxyle ou carboxyle, aux présences de groupements ionisables. Il y a le polymorphisme, c'est-à-dire la forme du principe actif. S'il s'agit d'une forme cristalline, la moins stable et la plus soluble. Alors l'état amorphe est plus soluble que l'état cristallin. Il y a l'influence du pH sur la dissolution. Alors, le pH joue un rôle très important lorsque la solubilité doit être obtenue par ionisation. Exemple, les amines organiques sont plus solubles en présence d'acide chlorhydrique dilué. La température généralement favorise la dissolution, sauf dans certains cas lorsque la dissolution est exothermique. Alors l'élévation de la température est cependant contre-indiquée pour des produits volatiles thermolabiles, c'est-à-dire thermosensibles ou dégradables par température. Les substances additives également influencent sur la dissolution. Certaines substances ajoutées au solvant peuvent modifier la solubilité de certains produits. À titre d'exemple, les salicylates de sodium facilitent la dissolution de la caféine. Les cycles dextrine, ce sont des agents complexants riches en groupements hydroxyle. Détaillons un petit peu l'exemple sur les cyclodextrine. Alors, il s'agit de l'association de cyclodextrine avec un principe actif de peroxycam qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ces substances additives ont complexé la molécule de principe actif et elles l'ont rendue soluble en augmentant sa solubilité dans le solvant. Alors, voyons ensemble la cinétique d'absorption ou la cinétique de la libération du principe actif du médicament. Généralement, le graphe montre que la solubilité de l'association du médicament Brixin est beaucoup plus importante que celle de peroxycam seul, ce qui influence d'un côté la concentration plasmatique de peroxycam et par conséquent sa biodisponibilité et donc son efficacité thérapeutique. Alors, l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine, c'est une poudre cristalline, blanche ou transparente, légèrement soluble dans l'eau et très soluble dans l'éthanol à température de fusion. Avec ici comme substance additive, c'est l'éthanol qui favorise bien sûr la solubilité de l'acide acétylsalicylique. Après avoir parlé de la définition d'un médicament, d'un principe actif et le caractère de ce dernier, passons maintenant à l'identification d'un principe actif. Alors, identifier un principe actif, c'est tout simplement vérifier son authenticité et donc vérifier qu'il n'est pas falsifié et qu'il s'agit bien de la substance déclarée lors de l'achat et de l'acquisition de cette substance. Maintenant à l'identification. À quoi sert l'identification d'un principe actif? Généralement, pour identifier un principe actif, on fait appel soit à des procédés physiques ou des procédés chimiques. L'objectif en général de l'identification d'un principe actif, tout simplement pour vérifier son authenticité. Est-ce qu'il s'agit d'un produit qui est authentique ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il est falsifié ou non? Donc, et qu'il s'agit de la substance déclarée lors de l'achat et de l'acquisition de cette substance. Alors,
il y a les méthodes physiques et les méthodes chimiques, comme je dis. Commençons par exemple par les méthodes physiques. Parmi les méthodes physiques, on peut retrouver les méthodes moléculaires, les méthodes chromatographiques, les méthodes spectrales et les méthodes nucléaires. Nous allons traiter aujourd'hui les méthodes moléculaires. Premièrement, il y a la méthode du point de fusion. Le point de fusion est un paramètre physique qui permet la caractérisation physique d'un solide. Il me permet de vérifier la pureté ou l'authenticité d'un produit. Alors, la méthode de point de fusion, c'est une méthode décrite dans le pharmacopée qui nous permet de vérifier si un principe actif est falsifié ou non. Alors, prenons à titre d'exemple, si vous avez une forme hydratée ou non, par exemple, on peut révéler ça par la méthode du point de fusion. Prenons à titre d'exemple ce médicament. Ampicilline anhydre, il a un point de fusion de 200,5 degrés Celsius, mais s'il s'agit d'ampicilline trihydratée, il a un point de fusion de 203 Celsius. Alors, parmi les méthodes inscrites dans la pharmacopée européenne pour la détermination du point de fusion, on peut retrouver la méthode de tube capillaire et la méthode de la fusion instantanée. Alors, pour la détermination du point de fusion, on peut citer la méthode basée sur l'utilisation de Banck-Kufler. C'est une méthode de référence, sauf indication contraire dans la pharmacopée. Alors, vous avez ici une image d'un Banck-Kufler qui vous permet de déterminer le point de fusion d'une substance solide. Alors, donc ce Banck-Kufler est constitué d'un chariot, constitué d'un index mobile qui nous permet la lecture de la température de fusion, et vous avez un cursus qui nous permet d'un côté de positionner l'aiguille pour pointer sur le milieu, là où il y a un équilibre entre la phase solide et la phase liquide de votre poudre. Cette méthode, certes, elle est moins précise par rapport à celle décrite dans le pharmacopée, mais donnera des indications sur le point de fusion des substances et donnera donc une idée sur l'authenticité des substances à identifier. Mais il faut faire l'étalonnage par des étalons délivrés par l'OMS avec leur point de fusion très caractéristique qui permet d'ajuster l'appareillage pour pouvoir identifier le pH. Et vous avez ici quelques produits qui sont utilisables pour l'étalonnage de Banck-Kufler avec leurs points de fusion qui sont délivrés par l'OMS. Nous avons ici donc un schéma de l'utilisation de l'exploitation de Banck-Kufler pour la détermination du point de fusion. Tout d'abord, il faut mettre votre poudre sur cette plage qui se caractérise par un gradient de température. Puis il faut faire glisser votre poudre sur la plage où il y a une température variable jusqu'à l'apparition des premières gouttes, c'est-à-dire jusqu'à le commencement de transformation de la phase solide vers la phase liquide. Puis vous pouvez utiliser le curseur comme ça pour pointer sur le milieu, là où il y a un équilibre entre la phase solide et la phase liquide. Et puis vous pouvez lire la température de fusion en utilisant l'index. Mais de toute façon, on va faire ça dans la salle de TP pour l'identification de certains produits qu'on va vous donner et on va bien comprendre le mode d'utilisation de Banck-Kufler. On peut utiliser également pour la détermination du point de fusion le tube capillaire. Alors pour le tube capillaire, on peut disposer d'un dispositif de mesure de la température de fusion comportant un bain liquide et également un dispositif de mesure de la température de fusion comportant un bloc métallique. Et généralement, il s'agit d'un thermomètre. Et finalement, vous avez
le mode d'action photoélectrique et vous pouvez observer est-ce que votre poudre a été transformée à la phase liquide ou pas encore. Alors pour les dispositifs de mesure comportant un bain liquide, il s'agit d'une petite quantité de substance finement broyée et placée dans un tube capillaire et tassé avec soin. Le tube est chauffé en même temps qu'un thermomètre dans le bain liquide. Et vous avez ici un schéma détaillé, légendé pour décrire le schéma d'un tube capillaire, etc. comportant là où il y a un bain liquide, un thermomètre. Et vous avez ici les stades de la réalisation donc, ou de la mesure du point de fusion utilisant le tube capillaire. On commence par le stade A, là où il faut mettre votre poudre dans le tube, jusqu'à stade E. Donc c'est les stades de fusion. Alors le stade E, il y a fusion complète de votre poudre. Alors il faut tenir en compte cette température. Alors passons maintenant à un autre paramètre qui permet l'identification d'un produit. C'est le point d'ébullition ou l'intervalle de distillation. Cet intervalle de température corrigé à 901,3 kPa dans lequel un liquide ou une fraction déterminée distille. Alors, vous avez un certain nombre de solvants qui sont caractérisés par des points d'ébullition. Par exemple, l'acétone, alors il commence à distiller à partir de 56,3 degrés Celsius. Et par exemple, le diéthylène glycol qui distille à 244 degrés Celsius. Quand on parle du point d'ébullition, le commencement de distillation, c'est simplement lorsque on commence à observer les premières bulles dans le milieu liquide sous l'effet de la température. Vous avez ici un schéma, d'ailleurs vous l'avez déjà pratiqué dans la chimie organique, un schéma de distillation. Et troisièmement, nous avons le pouvoir rotatoire, noté alpha 20D, donc qui a la propriété qui présente certaines substances pour de dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée issue de la raie D de sodium à une longueur d'onde 989 nanomètres. Alors, cette méthode de pouvoir rotatoire nous permet l'identification de substances chirales, c'est-à-dire des substances qui présentent une chiralité comme le sucre, le méthyldopa, etc. Vérifier la pureté du produit et vérifier l'absence d'isomères inactifs. Alors, nous avons ici un schéma simple de l'appareillage pour la mesure du pouvoir rotatoire d'une substance active. Nous avons ici le quatrième paramètre pour l'identification, c'est l'indice de réfraction. Généralement, on utilise la formule d'Abb. Donc, pour calculer l'indice de réfraction, c'est sinus I divisé par sinus R. Et vous avez les schémas suivants qui correspondent aux ondes qu'il faut mesurer pour calculer de l'indice de réfraction. Alors, ce paramètre d'indice de réfraction nous permet d'identifier une substance active. Alors, parmi ces intérêts, c'est l'identification d'un liquide pur. Par exemple, l'huile d'olive, il a un indice de réfraction de 1,47 et on peut vérifier la pureté d'un liquide comme le cas de l'analyse des huiles essentielles. Alors, le dernier paramètre, c'est la densité relative. Alors, c'est le rapport entre la masse d'un certain volume d'une substance à 1 degré Celsius et la masse d'un volume égal à la même température. Donc, ce qui nous permet de déterminer la densité relative d'un produit par rapport à la densité de l'eau. D'ailleurs, vous comprenez bien de quoi il s'agit quand on parle de la densité. La densité d'un produit, ça nous donne une idée sur son authenticité et sa pureté.